On stationne le 4x4 en bas d'une colline. Et là, Bastian me dit, on va grimper. Et là-haut, on devrait trouver une décharge. Et là, effectivement, on arrive et c'était des milliers de vêtements de toutes les couleurs, jaune, vert, rouge, orange, des pantalons, des t-shirts, des sous-vêtements. Il y avait de tout. Marion Hainaut est correspondante de presse au Chili. Pour La Croix l'Hebdo, elle s'est rendue au nord du pays, dans le désert d'Atacama, là où échouent des tonnes de vêtements usagés venus d'Europe et d'Amérique du Nord. Marion Hainaut a rencontré les personnes qui travaillent ou vivent au milieu de ces poubelles à ciel ouvert. Un terrain risqué, puisque ces décharges sont aussi le territoire des narcotrafiquants. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'une enquête ou d'une rencontre, ce qui s'est passé avant et comment il l'a vécu. Vous écoutez l'envers du récit. Bonjour, je m'appelle Marion, je suis journaliste, je suis correspondante de presse au Chili depuis plus de 5 ans maintenant. Je suis basée à Valparaíso, au centre du pays, et je suis spécialisée dans les sujets sociaux, environnementaux et climatiques. Alors dans cet épisode, je vais vous raconter un grand reportage que j'ai fait dans le désert d'Atacama, au nord du Chili, sur les dessous de la fast fashion. La fast fashion, ça signifie mode rapide en français, et c'est une tendance qui est très répandue dans l'industrie de la mode depuis le début des années 2000 environ. Les marques de la fast fashion comme Shein, Temu, H&M, Zara ou Uniqlo, elles produisent des vêtements très vite, très souvent et à très bon marché. Et elles renouvellent leur collection jusqu'à environ 36 fois par an, contre 4 pour une marque de mode classique. Et au nord du Chili, on assiste à un spectacle désolant qui illustre les conséquences sociales et environnementales de cette industrie très polluante. Des dunes de textiles qui s'étendent à perte de vue, des décharges sauvages, vestiges de la fast fashion qui sont en fait principalement composés de vêtements venus d'Europe et d'Amérique du Nord. Alors vous vous imaginez être entre l'océan Pacifique et la ceinture volcanique de la cordillère des Andes. Vous êtes dans le majestueux désert d'Atacama. C'est l'un des plus arides de la planète. Ce sont des vallées, des canyons et des pics rocheux rouges et ocres, souvent comparés à la planète Mars. Et au milieu de ce paysage à couper le souffle, il y a un panorama bien moins glorieux qui inquiète la population locale. Ces tonnes de vêtements, souvent de seconde main, venus du monde entier, qui échouent dans des décharges à ciel ouvert. Et il y en aurait plus de 300 au bas mot. Comment l'idée de ce reportage m'est venue ? En réalité, ça fait très longtemps, parce que les premières images qui ont circulé sur ces décharges sauvages de vêtements dans le désert d'Atacama, c'était pendant la pandémie du Covid-19 en 2020. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, le problème n'était pas résolu et qu'il y avait toujours des dizaines, voire des centaines de décharges dans le désert d'Atacama. Alors l'enjeu principal, c'est de comprendre comment ces décharges sont nées, pourquoi elles persistent depuis tant d'années, et surtout, d'où viennent les vêtements, quel chemin ils font pour arriver jusqu'à ce désert au milieu de nulle part. Beaucoup de chiffres m'ont alarmée, mais je crois que le plus représentatif ou les plus représentatifs sont les suivants. Selon la Commission européenne, chaque année en moyenne, un Européen achète près de 24 kilos de matière textile. Par matière textile, on entend des vêtements, des chaussures, le linge de maison, etc. Et sur ces 24 kilos, il en jette 11 kilos par an. Une partie de ces vêtements est déposée dans les bennes de collecte et elles sont sélectionnées dans des centres de tri, mais la grande majorité de ce qui est déposé dans les bennes de collecte, on parle de 60 à 70%, est chargé en vrac sur des cargos dans les grands ports européens et envoyé dans les pays du Sud. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Chili, la majorité des textiles reçus sont en réalité des déchets textiles. C'est-à-dire que les 60 à 70% qui partent dans les pays du Sud sont des vêtements avec des trous, avec des boutons qui manquent, avec des fermetures éclairs qui sont cassées. Et donc, en fait, ils ne sont ni réparés, ni revendus. Et ils terminent dans les décharges. Avant de partir sur le terrain, il y a toute une phase qu'on appelle la pré-production, la préparation du reportage en réalité.
Et là, c'est moi, derrière mon ordinateur, qui passe des coups de fil, fait des recherches sur Internet, essaie de mettre en place la logistique aussi, parce qu'il y a toute une partie opérationnelle à mettre en œuvre, c'est-à-dire comment j'y vais, où est-ce que je me loge, quels vont être mes moyens de transport sur le terrain, etc., etc. Dans cette phase de préparation, il y a quelques éléments vraiment indispensables. C'est trouver les personnes clés sur le territoire, les personnes qui travaillent sur le sujet, dans ce cas, sur les décharges de vêtements. Il faut trouver leurs contacts, ce qui n'est pas toujours évident. Il faut les appeler pour savoir, en gros, qu'est-ce qu'ils ont à dire. Est-ce que c'est des personnages qui ont des choses pertinentes à dire? Et puis, gérer la logistique et s'informer aussi, dans le cas de l'Amérique du Sud, sur la sécurité. Parce qu'on est sur un territoire où il y a beaucoup de narcotrafic dans le désert d'Atacama. Il faut comprendre qu'on est à la frontière avec le Pérou, la Bolivie, l'Argentine, et que c'est une route migratoire. Donc, toutes les personnes qui partent du Venezuela et de Colombie principalement traversent le continent à pied et arrivent dans le désert d'Atacama. Et c'est là que s'installent tous les cartels du narcotrafic. Donc, au milieu des décharges de vêtements, il y a en fait des personnes qui vivent et généralement, c'est des narcotrafiquants. L'autre aspect qu'il faut avoir en tête aussi quand on prépare un reportage en Amérique du Sud, c'est que la notion du temps est très différente et qu'on a un rapport à la planification qui n'a rien à voir avec l'Europe. C'est-à-dire que moi, quand je pars, je ne sais pas ce que je vais faire pendant 10 jours. Donc, ça demande beaucoup d'adaptabilité. L'adaptabilité, c'est la vie en Amérique du Sud. Et puis, on finit par s'habituer, en fait, après tant d'années, de partir sans savoir ce qui va se passer, sans avoir de calendrier, sans avoir de planning précis. Et finalement, c'est aussi là que c'est le plus beau. C'est-à-dire que il se passe des choses inattendues. Et c'est ce qui donne une matière, je crois, moi, très intéressante à un reportage. C'est qu'on n'a pas cadré les choses à l'avance et que tout va se dérouler sous nos yeux, va générer de la surprise. Et ça, c'est ce qui fait qu'on a des bons reportages, je crois. Une fois que je suis sur le terrain, je ne suis jamais seule. C'est la règle de base. Je ne vais pas seule sur un terrain, et encore moins un terrain où il y a des problèmes de sécurité, du narcotrafic, etc. Je suis allée sur plein d'endroits différents. Il y a 2 lieux et 2 personnages qui m'ont particulièrement marquée. Le premier lieu, c'est la zone franche d'Iquique, donc cette ville qui est dans le désert d'Atacama, qui est en fait un des plus grands ports d'Amérique du Sud. Et c'est par ici qu'arrivent tous les cargos avec les vêtements de seconde main qui arrivent donc d'Europe et d'Amérique du Nord. Pour aller sur cette zone franche, je suis avec Kim, qui est une styliste chilienne. Elle a un caractère bien trempé et un look très extravagant avec des cheveux violets et des tatouages partout. Elle vient me chercher dans le centre-ville d'Iquique et on part ensemble à pied jusqu'à la zone franche qui se situe un peu plus à la périphérie. ¿Ya? Nos vemos. Te voy a hacer los parches. Ya. ¿Viste? Me salió pega. Ah, qué bien. Là, pareil, sécurité maximum. Je n'ai pas mon sac à dos identifié journaliste. J'ai un sac tote bag avec mon appareil photo, mon enregistreur dedans. Comme ça, on m'identifie pas. Je suis une passante comme une autre. Et dans un premier temps, quand on arrive dans la zone franche, donc la zone franche, on s'imagine des grands entrepôts avec plein de camions et des travailleurs torse nu qui descendent des ballots de vêtements de plusieurs kilos pour les ranger dans les entrepôts. C'est une zone commerciale. C'est aussi une zone très masculine. Donc, on est vite repéré en tant que femme dans ces zones-là. On était toutes les deux, on a toutes les deux un bon caractère, donc on se laisse pas faire, mais c'est pas un terrain facile non plus parce que on est regardé, les gens se demandent ce qu'on fait là. Et puis, il y a beaucoup de journalistes qui sont venus faire des reportages sur les décharges sauvages de vêtements dans le désert d'Atacama. Donc, ils sont un peu réticents à répondre aux questions, à être pris en photo. On se fait facilement alpaguer. Donc, la première chose, c'est observer. Moi, j'ai passé avec Kim 1 heure à monter, descendre la rue principale où il y a les camions pour observer, regarder, essayer d'identifier les personnes avec lesquelles on pourrait éventuellement échanger, qui ont l'air un peu plus sympathiques que d'autres.
Et après cette phase d'observation, c'est vraiment le moment où je sors l'appareil photo, où je sors l'enregistreur, mais je le sors le temps d'enregistrer et je le rentre tout de suite. Et une fois qu'on a fini ce terrain, on repart pas à pied. On monte dans un taxi pour pas se faire suivre et on repart dans le centre. Voilà, encore une fois, sécurité maximum. L'autre terrain qui est au cœur de ce reportage, ce sont les décharges de vêtements. Là aussi, il y a un enjeu sécuritaire puisque c'est l'endroit où se trouvent les cartels de narcotrafic qui arrivent du Venezuela et de Colombie. Sur ce terrain, j'y vais avec Bastian. Bastian, c'est un jeune homme de 30 ans qui a les cheveux bouclés noirs, un regard très perçant et une personnalité aussi très ferme, on va dire. C'est un jeune activiste. Il a fondé une association qui s'appelle Desierto Vestido, qui veut dire désert habillé en français. Je trouvais que c'était un nom plutôt bien trouvé. Et on y va avec 2 collègues journalistes qui nous emmènent en 4x4 parce que c'est pareil, pour arriver dans les décharges de vêtements, c'est pas évident. Donc il faut quand même une voiture qui permet de passer les collines et monter en haut des collines où sont disposés les vêtements, puisqu'il faut bien comprendre que les décharges, ce sont des micro-décharges. On les voit pas. Bastian, sur son téléphone, il avait une carte où il a des points qui lui disent où est-ce qu'il y a des décharges qui ont été vues par d'autres personnes, des ONG, etc. On stationne le 4x4 en bas d'une colline et là, Bastian me dit on va grimper et là-haut, on devrait trouver une décharge. Donc on laisse la voiture avec mes 2 collègues journalistes dans la voiture qui me disent vous criez s'il y a un problème. Et donc on monte sur les collines et là effectivement on arrive et c'était des milliers de vêtements de toutes les couleurs, jaune, vert, rouge, orange, des pantalons, des t-shirts, des sous-vêtements, il y avait de tout. Waouh. Et Bastian me dit, celle-ci, elle doit être là depuis à peu près 2 mois parce que avec les rayons du soleil, on est en plein désert, ça décolore. Donc ça donne une idée à peu près depuis combien de temps est-ce que les vêtements sont là. Et au milieu de ces vêtements, on voit des gros sacs plastiques avec des noms de marques dessus. Et donc Bastian m'explique que ceux qui viennent déposer ces vêtements dans le désert, ce sont en réalité des transporteurs qui sont payés par les entreprises importatrices de vêtements, celles qui sont dans la zone franche d'Iquique, qui se retrouvent avec des déchets textiles sur les bras qu'ils n'arrivent pas à revendre. Et donc, pour pouvoir s'en débarrasser, ils paient des transporteurs qui les emmènent dans le désert. Donc, majoritairement, c'est les entreprises qui jettent les vêtements dans le désert. Et c'est là où Bastian, au milieu des décharges, me dit le problème principal, c'est pas qu'on reçoit des vêtements du nord de la planète. Le problème, c'est que ces pays dits développés nous envoient des déchets textiles. Ils nous envoient pas des vêtements. Ce qui nous ramène à l'objectif du reportage, c'était de comprendre comment est-ce que ces décharges naissent. Ces décharges naissent parce que les pays qui envoient ces vêtements, et la France en fait partie parce que c'est un pays très consommateur de la fast fashion, ne trient pas ces vêtements avant de les envoyer. Du coup, le problème principal, c'est nous. C'est la France, c'est les pays consommateurs de vêtements. Quand bien même, on pourrait revenir à la source première de ces décharges, qui est en fait la surproduction de vêtements. Selon l'ONG Les Amis de la Terre, si on arrêtait de produire des vêtements aujourd'hui, on aurait de quoi se vêtir jusqu'en 2100. Donc, quand on était avec Bastian sur les micro-décharges, au loin, je vois des silhouettes parce que le soleil commençait à descendre, il faisait un peu moins chaud, donc c'est là où les gens viennent sur les décharges en fin de journée. Et au début, je sais pas trop si je dois y aller parce qu'il y a cette question sécuritaire, je suis pas très à l'aise, je sais pas qui c'est en réalité. Et donc, j'appelle mes 2 collègues qui sont restés dans la voiture en bas et je leur demande de monter et de me surveiller, en fait, de me regarder partir et d'être attentif au cas où il y a un souci. Et je pars et je commence à discuter avec ces 2 personnes qui sont dans les décharges. Et en fait, il s'avère que c'est un jeune migrant de 23 ans qui s'appelle Alexander, qui vient de Colombie, qui est arrivé au Chili quelques semaines avant.
qui s'est construit une petite maisonnette avec 3 bouts de carton pour pouvoir dormir là, et qui cherche des vêtements dans les décharges, et qui me raconte très tranquillement que en réalité, il est au milieu des poubelles de la planète. Et que pour lui, c'est une bénédiction parce que ça lui permet de se vêtir. On est en fait face à un autre phénomène qui est lié aux décharges de vêtements, c'est le creusement des inégalités. C'est-à-dire que les vêtements qui arrivent dans le désert d'Atacama, dans ces décharges sauvages, elles sont fabriquées généralement en Asie du Sud-Est, puisque c'est là où toute la production de vêtements a été délocalisée ces dernières années. Elles arrivent en Europe ou en Amérique du Nord, revendues souvent à des bons prix, mais quand même à un prix assez élevé, surtout pour les habitants du sud de la planète. Et ensuite, elles arrivent dans des décharges, et c'est des personnes qui ont des conditions de vie autant inhumaines que celles qui produisent en Asie de l'Est, qui se retrouvent à récupérer ces vêtements. Si on suit le parcours d'un vêtement, on fait le tour de la planète, et on fait le tour des inégalités en réalité. Et puis j'ai aussi croisé une famille avec un petit garçon qui avait trouvé des jouets tout neufs. Il était hyper content d'avoir trouvé des jouets. Et en fait, ça génère une espèce de confusion parce qu'on se dit, on est au milieu des poubelles de la planète et en même temps, on est face à une misère sociale et des personnes qui se réjouissent presque de pouvoir aller chercher des vêtements et des jouets dans les décharges. J'ai rapidement compris qu'en réalité, il y a une banalisation pour la population locale. C'est normal, ces décharges. Il n'y a rien d'extraordinaire. Heureusement, il y a quelques personnes comme Bastian qui ont une éducation à l'université et qui ont des prises de conscience au-delà du territoire local. Mais c'est pas un problème pour beaucoup de personnes. C'est presque une opportunité. Bastian me disait, un des enjeux principaux, tant au niveau international qu'au niveau local, c'est la sensibilisation, c'est l'information. Et là, ça a donné tout un sens à mon reportage. De dire, en fait, la première chose à faire, c'est informer pour une prise de conscience en Europe, mais aussi pour une prise de conscience sur le territoire local, pour que les gens se rendent compte qu'en fait, c'est pas normal qu'il y ait des décharges sauvages au milieu de nulle part. Sur le terrain, moi, je suis très concentrée. Donc évidemment, rencontrer un migrant qui me raconte qu'il est au milieu des poubelles de la planète, mais que c'est une bénédiction pour lui et qui me dit, moi, je suis là, je survis, c'est très impactant, mais sur le terrain, on peut pas craquer. Mais d'ailleurs, on craque pas parce qu'en fait, on est tellement concentré dans ce qu'on doit faire, poser les questions, être en interaction, mais aussi en empathie avec les gens qu'on craque pas. Et moi, je fais beaucoup de terrain très déprimant parce que je suis spécialisée dans les sujets socio-environnementaux. Donc, quand je vais dans les mines de lithium, dans les mines de cuivre, ou dans le sud du Chili, en Patagonie, sur l'industrie du saumon, par exemple, qui détruit tous les fonds marins de la Patagonie, c'est désolant comme territoire, c'est désolant comme spectacle, et c'est déprimant. Mais en réalité, je craque sur le chemin du retour. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé avec les décharges sauvages. Les heures de trajet de retour, je m'autorise à pleurer, à mettre de la musique dans les oreilles, à regarder par la fenêtre et à en fait décharger tout ce qui m'a émue pendant tout ce reportage. Et après, ça s'arrête. Parce qu'en fait, on se protège. Il faut se protéger de ce type de reportage parce que c'est tout ce que l'humanité a de plus désolant. Et après vient le moment de l'écriture. Et là, c'est une autre partie de l'exutoire, entre guillemets. On réécoute toute la matière déjà. Donc moi, j'ai enregistré des heures et des heures sur le terrain. J'ai écrit des choses sur mon carnet, j'ai pris des photos. Donc la première chose à faire, c'est prendre 2 jours, 3 jours pour tout regarder. Moi, j'aime bien faire ça. C'est un moment où, en fait, je vois déjà se dessiner le reportage dans ma tête. Et puis vient le moment où on complète avec de la recherche et de l'analyse. Parce que le reportage, c'est une partie, mais en réalité, il faut trouver des chiffres, il faut trouver des grosses ONG, des scientifiques qui nous permettent d'asseoir notre reportage avec des arguments d'autorité. Donc, il y a aussi un gros travail de lecture de rapports, etc., etc. Et de se retrouver, en fait, avec 2 matières, la matière reportage et la matière chiffres, informations, clés, et d'entrelacer tout ça. Et là, c'est le travail le plus compliqué. Surtout quand on est reporter correspondant à l'étranger, parce qu'on est tout seul derrière notre ordinateur, on n'a pas de collègues avec qui discuter, et c'est souvent on tourne en rond.
Donc moi, j'ai une petite technique. Je passe quelques heures à commencer à écrire, structurer le papier, etc. Et je pars marcher. Et puis, je remets ma tête en mouvement et je reviens et je me remets derrière l'ordinateur. Et puis vient le moment où on échange avec le rédacteur en chef. Et là, on reprend le papier, on réécrit jusqu'à terminer le reportage et avoir un produit qui satisfasse tout le monde. Et en fait, c'est aussi un moment où il y a une espèce de vide. Parce qu'on vient de passer des semaines et des semaines à tourner un sujet dans tous les sens. Moi, je me réveille le matin, je pense à mon reportage. Je mange le midi, je pense à mon reportage. Donc, en fait, on est pendant 1 mois et demi, 2 mois complètement concentrés. Puis, on a tout fini. Et d'un coup, pouf, c'est le vide. Il se passe plus rien. Donc, c'est le deuxième petit moment de dépression des reportages. Et dans le cadre de ce reportage, ce sera publié dans l'hebdo fin avril. Et puis, pour terminer, dire que ça m'a posé beaucoup de questions sur mes propres pratiques vestimentaires, où acheter mes vêtements et surtout où jeter mes vêtements. Et peut-être pour terminer sur une anecdote, je viens d'avoir un gros cas de conscience puisque mes parents qui vivent en France vendent la maison où j'ai grandi. Donc je viens de passer plusieurs jours dans cette maison à trier mes habits de jeune adolescente, même d'enfant. Et je ne savais pas quoi faire de ces vêtements. Dans un premier temps, je me suis dit, je vais aller les mettre dans une benne de collecte. Mais après avoir fait ce reportage, je me voyais pas aller les mettre dans une benne de collecte. Donc, en fait, j'ai passé des heures à trier mes vêtements, à mettre de côté ce que je considérais comme étant des déchets qui n'allaient pas être réutilisables, les vêtements que je pensais qui pouvaient être portés à nouveau, et trouver les endroits où aller les déposer. Donc, j'ai quand même trouvé une usine de recyclage pas très loin de chez mes parents, où j'ai pu aller déposer ces vêtements. Et c'est le moment où, en fait, notre vie de reporter et notre vie de citoyenne fait lien et où on espère que ce qu'on aura témoigné aux autres leur permettront d'avoir aussi ces réflexions sur leur consommation et sur leurs pratiques vestimentaires. Vous venez d'écouter un épisode de L'Envers du récit. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. L'enquête de Marion Hainaut dans le désert d'Atacama est à retrouver sur le site et l'appli La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'Envers du récit est un podcast original de La Croix.